Allez, on poursuit notre café des causeries qui vient à nouveau d'ouvrir cette année pour la 3e édition au cœur de ce Salon du patrimoine de la Manche. C'est toujours un plaisir de vous accueillir et puis de parler de patrimoine un petit peu différemment que ce qu'on peut en faire habituellement, uniquement focalisé qu'il est très souvent sur les châteaux et les églises et les pierres. Voilà, on a entendu déjà que le patrimoine, c'était bien autre chose. Et vous allez voir que le patrimoine, c'est aussi la terre. Et pour en parler, eh bien, je demande à Luc Van Nieuwenhuys de me rejoindre. On peut l'applaudir pour l'encourager. Bonjour Luc, merci, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour et merci. Alors, on va peut-être d'abord faire les présentations. Vous êtes maçon spécialiste du bâti ancien et formateur maison paysanne de France. Bon, aujourd'hui, vous êtes dans la transmission du savoir, mais bon, voilà, c'est quoi exactement votre métier ? Métier, je continue à dire que je suis maçon. Hein. J'ai commencé le bâtiment à 40 ans, mais c'est vrai qu'en ayant redécouvert le bâtiment ancien, je dirais après 15 ans de carrière, plutôt au départ, il a fallu qu'on me transmette d'autres savoirs qui venaient de plus loin que ceux que j'ai appris quand ils étaient jeunes. Et en même temps, j'ai été à la croisée des chemins avec aussi bien une structure en Bretagne qui s'appelle Thiès-Brèze ou une autre structure Nantes-Renaissance, à apprendre tout en commençant à apprendre à d'autres aussi. Et j'ai essayé de mener pendant longtemps la double activité d'avoir une entreprise de restauration et d'entretien de bâtiments anciens et de la formation. Et un jour, j'ai pris le virage parce que les deux ensemble, c'était difficilement conciliable. Alors, vous travaillez sur une forme de patrimoine notamment ici de la Manche, le mélange chaud-chanvre, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que on revient au végétal quand on parle de chaud-chanvre. D'abord, par hasard, je suis tombé sur du chaud-chanvre puisque, je dirais, dans le bâti ancien, il amenait des intérêts. C'est quand même une plante. Le résidu de la plante qu'on a, il est récent. Avant, il partait au compost, on gardait que la fibre et puis on jetait la chènevotte. Aujourd'hui, on a de la chènevotte qu'on ne peut plus composter parce qu'elle salit les rivières. Ça s'est développé avec la chaux. Alors nous, bêtement, les gens du bâti ancien, on a entendu chaux, on a dit oui, on vient, ça nous intéresse. Mais c'est vrai que ça présente de forts intérêts dans le bâti ancien pour l'isoler, pour différentes choses, en sachant que ça nous arrange bien. Le bâti ancien est ouvert au transfert d'eau, de l'humidité dans les murs, c'est pas un problème en soi. Hein. Pas plus que nous, pour vivre de l'humidité, on en a besoin. Heureusement qu'il y a de l'humidité dans l'air. Par contre, le chaud-chanvre a une capacité de la gérer beaucoup plus vite et de temps en temps, il peut nous aider dans le bâti ancien. Alors, bâti ancien, mais également bâti neuf, ça peut aussi être un matériau utilisé dans du neuf ? Oui, c'est un matériau utilisé dans du neuf, dans l'éco-construction. Je dirais l'éco-construction, elle a des points de liaison avec le bâti ancien. Si on veut bien travailler sur du bâti assez ancien, on est obligé d'avoir un regard global, puisqu'on a fait avec très peu de choses, avec ce qu'on avait autour. Mais avec les peu de moyens qu'on avait, je dirais dans les 5 km à la ronde, on arrive à faire des choses qui durent 300-400 ans. Donc c'est quand même avoir un raisonnement un peu assez global et assez long. Et l'éco-construction qui se veut le même raisonnement, je dirais, elle vient copier ou elle vient s'inspirer. Et elle invente aussi, mais je dirais du coup le chaud-chanvre, peut-être plus tard aussi le terre-chanvre, c'est des choses qui viendront nous amener des réponses pour demain. Alors le bâti finalement, on le sait, et notamment en France avec la tradition des pierres, ce bâti cherche une forme de durabilité, de sécularisation, ça s'inscrit dans le temps. Et parallèlement, le végétal, on l'a entendu avec Antoine Quénardel notamment, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui change perpétuellement au gré des saisons, des mois, voire des jours. Comment on concilie les deux, ce côté durabilité et ce côté un peu plus évanescent, je dirais ? Oui. Alors, vous avez raison, hein, vous ne l'avez pas évoqué dans la première table ronde, mais je comprends bien. Pour moi, il y a bien une dualité. Quand on est dans ce bâtiment, ce qui compte, c'est qu'il dure, quoi. Et il n'est pas à se renouveler tous les ans, alors que le vivant, le végétal, il se renouvelle en permanence. Alors je dirais oui, il y a bien dualité. Alors on se sert quand même
du végétal, pas beaucoup ici, mais on a fait toutes nos charpentes en bois, en sachant que nos bois sont des bois morts quand ils sont dans le bâtiment, alors que du coup on le coupe du vivant. Je crois qu'on arrive à rapprocher la dualité. Le bâtiment se sert du végétal. Le végétal, lui, il est vivant avant d'être là, alors que le bâtiment, il doit durer, il doit passer des années, c'est pas la même échelle de temps. Je crois que ce qui permet de les rejoindre, c'est si on rajoute juste l'homme au milieu dedans. Si c'est pour faire un hangar, il n'a pas besoin du végétal. Si c'est pour faire une maison, oui, nous, on est vivant quand même si on est dans une structure morte quelque part, puisqu'elle ne doit pas bouger, elle doit rester là en place, en nous abritant, mais en restant pérenne. Mais donc, du coup, le vivant a peut-être besoin de faire répondre d'autres vivants, mais après, quand on fait de la construction, c'est une chose. Quand on fait des maisons, du coup, on rajoute bien du vivant dans le bâtiment. Mais du coup, est-ce qu'on a la même durabilité? Est-ce quels seraient vos conseils si on veut se lancer dans la construction et l'utilisation de ce type de matériaux couplés au bois, la paille, etc. On peut attendre la même durabilité? Je dirais, on peut à une seule condition, c'est qu'on commence à dire sans entretien, c'est pas bien. C'est la seule solution, c'est de se redire que l'entretien nous fait gagner des sous et nous oblige à avoir un regard constant. Ouais. Mais après l'entretien, il y a des façons de le faire assez simples. Repeindre des menuiseries, c'est rien. Quand vous êtes fatigué ou quand vous êtes énervé, vous prenez un pinceau, puis tout doucement, vous y allez. Décaper la menuiserie, c'est pénible. Donc retrouver des qualités que pouvait avoir, ne serait-ce qu'un badigeon à la chaux. Un badigeon à la chaux, comme c'est une peinture qui ne tient pas bien sur le bois, un coup de brosse, vous repartez. Donc à un moment donné, je dirais ce qui nous perturbe et ce qu'on voit bien dans le bâtiment contemporain, c'est qu'on veut faire des choses qui durent très longtemps avec des techniques soi-disant immuables. Mais je dirais la technique d'entretien nous fait gagner énormément d'argent. Et elle permet aussi de garder des bois si on les entretient. Alors c'est vrai que de temps en temps, on va les changer. Si on avait un toit en chaume, de temps en temps, il faut le remplacer. Mais entretenu, il peut durer, je dirais, 50-60 ans. Après, il faudra le remplacer. Si on ne l'entretient pas, il n'ira pas loin. Et puis, alors, ce que vous dites également, c'est si on fait une bêtise ou une faute de goût, c'est moins compliqué de la rétablir que si on a construit avec du parpaing, de l'enduit. Et voilà, là, c'est un peu plus figé quand même. Oui. Et c'est vrai que, comme vous dites, nous, on veut que ça dure, mais... après, si on est un peu sérieux, même les pyramides, elles sont en train de s'user. Mais je dirais qu'on a construit des cathédrales, c'était pour l'éternité. Chacun construit son pavillon pour l'éternité. Mais non, je dirais on se trompe un peu. Mais quelque part, la construction contemporaine normée et en plus la force du béton nous amène à croire ça, alors que il faut accepter que la meilleure solution, je dirais, ou la bonne solution n'est pas la meilleure. C'est peut-être le produit plus tendre, plus fragile, qui va nous amener la bonne réponse et pas systématiquement chercher ça. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde d'anciens torchis, qu'on va regarder des terres-chanvres ou des chaux-chanvres aujourd'hui, on a sans doute des bonnes réponses. Avec des bouleversements climatiques, de toute façon, peut-être qu'il faudra les réadapter dans 40, 50 ans. Donc ça ne sert à rien de chercher peut-être une réponse qui va nous durer 100 ans si, je dirais, dans 30 ans, il faut la modifier ou répondre différemment. Ouais. C'est quoi les avantages de ce type de matériaux, vous qui travaillez régulièrement à la construction, la rénovation? Quels sont les avantages de ces matériaux? Alors, je peux en prendre en divers matériaux. Quand je parlais de torchis ou qu'on va parler de masse, là, ou aujourd'hui des mélanges terres végétaux, la terre m'amène quelque chose que m'amène pas la pierre. La terre m'amène du plaisir. Je dirais une douceur à la toucher. Donc je dirais le côté humain, le côté émotif, le côté oui j'ai envie de faire. Du coup je vais être rentable. On n'est pas dans un monde de rêveurs. Je dirais ça, la terre me l'amène. La pierre, je dirais, elle amène quand même une dureté. Elle est dure, mais quand on s'en va et qu'on se retourne, je dirais, on pense qu'on peut faire du travail bien et qui dure longtemps. Sur les matériaux végétaux, je dirais, je suis quand même dans une tradition où je prolonge de façon différente une tradition.
mais je continue cette filiation où on a toujours essayé d'arriver au mieux. Et je dirais de façon de travailler, c'est ça. Alors je continue une tradition, mais tout en respectant et en ayant conscience des enjeux d'aujourd'hui ou de demain, l'impact carbone, tant qu'on va mettre du bois ou du végétaux, même s'il est mort dans notre construction, on fait du bien à la planète puisqu'on va stocker du CO2. On ne va pas avoir besoin d'énergie de cuisson, il y a là. Et le végétal, comme il a toujours des canaux pour laisser pousser la sève, à chaque fois vous avez une petite bulle d'isolant dans tout végétal là. Et donc il nous amène aussi des réponses aux nos enjeux aussi bien d'économie d'énergie que de bouleversement climatique. Alors justement, et en guise de conclusion, comment on fait pour venir à votre rencontre, avoir des informations, pourquoi pas participer à ces fameux chantiers participatifs pour découvrir soi-même, mettre la main à la pâte pour ensuite le faire chez soi? Comment ça se passe? Quel est le cheminement? Parce que c'est une filière qui est encore aujourd'hui finalement assez peu lisible, hein, lorsqu'on veut soit rénover, soit construire. Ça reste voilà, un petit peu sporadique, il n'y a pas d'unité de la filière. Alors comment on fait là, dès aujourd'hui, si les personnes qui sont ici présentes veulent se lancer dans cette aventure, on se tourne vers qui en premier? Alors, différentes adresses. Aujourd'hui, les filières, un peu aidées par le ministère de l'Environnement, sont en train de se structurer. La filière chanvre, pour construire en chanvre, elle existe au niveau national. Vous faites construire en chanvre, et puis vous allez tomber sur le site de la filière nationale. Vous avez aussi des chanvriers en circuit court qui sont implantés dans l'Orne, donc c'est dans votre région. Après, la filière terre, de la même façon, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Association des professionnels de la terre crue. Vous avez une autre structure qui est sur toute la France. Vous avez une structure qui est le Collectus des terreux armoricains. Je vois que dehors, il y a Pierre et Masse. Mais je dirais, si aujourd'hui vous tapez sur un moteur de recherche, la filière commence à se structurer, et aussi les formations, qu'elles soient courtes, d'accompagner l'autoconstructeur, que ce soit de former des professionnels. Je dirais les divers biais commencent à arriver à être un peu plus lisibles aujourd'hui. Merci Luc de nous avoir un petit peu dressé ce portrait rapidement, c'était très intéressant. Et donc on poursuit, puisque effectivement vous êtes le président de l'association de la terre crue, hein, c'est ça? Oui, je suis aujourd'hui président de l'association nationale des professionnels de la terre crue. Ouais, donc là on peut se tourner vers vous en toute confiance si on veut toutes les infos possibles. Merci beaucoup Luc Van Nieuwenhuizen, merci à vous.